Mesdames et messieurs, bonsoir. Les cadres du système éducatif ont présenté au Premier ministre, chef du gouvernement, la synthèse des résultats issus de leurs recherches. Il s'agit de qualifier l'enseignement à la base. Des pièces de rechange pour les opérateurs économiques privés du secteur agricole de la région administrative de Kankan. C'est pour mieux préparer la campagne agricole de cette année. L'innovation technologique fait du bien aux Camerounais. Désormais, ils pourront payer leurs factures à partir de leur téléphone mobile. La démarche fait le bonheur des sociétés de distribution d'eau et d'électricité qui voient le paiement des factures s'augmenter. Bonsoir. La marche de l'opposition prévue pour demain jeudi 9 mai est reportée face au climat de violence qui règne à Conakry. Le collège des facilitateurs du dialogue politique en Guinée a fait une déclaration. La déclaration est lue par Seyd Djinit. Date du 23 avril 2013, par laquelle les partis au processus politique en Guinée, notamment le gouvernement, les partis politiques de l'opposition et ceux de la mouvance présidentielle, se sont engagés à faire preuve de retenue, à éviter toute forme de violence et à résoudre pacifiquement leurs divergences. Tenant compte de l'urgence, à œuvrer ensemble en faveur d'un processus politique inclusif, pacifique, démocratique et sans violence en vue des prochaines consultations électorales. Exprimons notre profonde préoccupation face à la montée de la violence à l'occasion des manifestations publiques et au risque qu'une telle situation représente pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Réitérons notre appel solennel à toutes les parties concernées pour qu'elles contribuent à mettre fin aux incidents de violence. Encourageons l'ensemble des forces vives de la nation, y compris les responsables des institutions, les leaders des communautés et les autorités religieuses, ainsi que les médias, à œuvrer inlassablement à la préservation de la paix et de la cohésion sociale, ainsi qu'au retour d'une atmosphère apaisée en Guinée. Réitérons que le dialogue demeure la seule alternative au règlement des divergences politiques. Réitérons également notre appel à toutes les parties signataires de la déclaration de non-violence du 23 avril à respecter scrupuleusement leur engagement. Exhortons tous et chacun, en ce qui la concerne ou ce qui le concerne, à faire preuve de responsabilité et de civisme en vue de préserver la paix et la concorde sociale. Invitons à cet effet les parties à renouer le dialogue sans délai et à y venir dans un esprit d'ouverture en vue de rechercher les compromis nécessaires visant à créer un climat propice à la tenue d'élections législatives dans un environnement apaisé et dans les conditions de transparence requises. Afin de contribuer à restaurer un climat d'apaisement nécessaire au retour du dialogue, nous appelons toutes les parties à ne rien entreprendre dans les jours à venir qui portent le risque d'entraver cette dynamique vers l'apaisement. À ce sujet, nous nous félicitons de la décision de l'opposition de reporter sa manifestation qui était prévue pour ce jeudi 9 mai 2013. Dès demain, la facilitation entreprendra des consultations avec les parties concernées pour discuter des voies et moyens pour un retour au dialogue dans le meilleur délai. Fait à Conakry ce jour, le 8 mai 2013. Je vous remercie de votre attention. Parlant toujours du report de la marche de l'opposition, nous recevons sur ce plateau le porte-parole du gouvernement, Albert Damantan Camara. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. L'opposition guinéenne a décidé de reporter sa marche prévue pour demain. Quelles sont les raisons qui ont motivé cette décision? La voie de la sagesse et le sens des responsabilités, en tout cas pour ce que nous pouvons en penser. Mais je pense que le porte-parole de l'opposition lui-même sera peut-être mieux indiqué pour vous l'indiquer. Ce que nous retenons, c'est que le travail qui a été fait et que nous devons féliciter aujourd'hui par
le collège des facilitateurs et les religieux guinéens méritent d'être salués et d'être soulignés aujourd'hui. Bien entendu, nous prenons acte et nous saluons l'initiative de nos frères de l'opposition en considérant que lorsque l'essentiel est en jeu, les Guinéens sont encore capables de se mettre d'accord et d'avoir une position responsable. C'est à ce titre-là que nous saluons ce qui a été fait et que nous encourageons tous les acteurs, nous y compris, à se mettre au service du dialogue pour faire de telle sorte que la sérénité revienne dans la cité et qu'on n'ait plus à vivre ce qu'on a vécu ces dernières semaines. Pensez-vous que les Guinéens peuvent retrouver la quiétude? Oui, en tout cas nous l'espérons et nous y travaillons et nous sommes heureux de voir que pour le moment en tout cas nos frères de l'opposition semblent nous rejoindre sur cette voie. Vous savez, nous avons déjà initié une commission de réflexion sur les violences, sur proposition du ministre des Droits de l'Homme, et nous souhaitons que par exemple demain et les jours qui suivent soient les premières étapes de cette réflexion qui nous amènent à envisager une autre manière que la rue pour régler nos différends. Et je pense que si aujourd'hui nous arrivons à nous remettre autour de la table avec nos frères de l'opposition et la facilitation qui est déjà en place, nous arriverons à trouver des solutions aux différents problèmes qui nous assaillent. Je tiens à passer un message très fort et très ferme. Aujourd'hui, le gouvernement appelle encore l'opposition à s'asseoir avec nous pour que nous discutions de tous les sujets sans tabou. Merci, monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et puis, des citoyens expriment leur inquiétude, mais aussi le ras-le-bol face à l'escalade de violence. La dégradation du climat politique actuel a des répercussions sur les activités sociales et commerciales. Face à cette situation, le ministre des Droits de l'Homme a rencontré ce matin les médias. Il a condamné toute forme de violence avant d'inviter le gouvernement et l'opposition autour d'une table de discussion. Reportage Nourou Diallo. C'est suite à la dégradation du climat sociopolitique en Guinée que le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques a échangé ce matin avec les médias de la place. Au cours de cette rencontre, Khalifa Gassama Diaby a condamné toute forme de violence en Guinée. À tous les gouvernants, donc à moi-même, à tous les responsables politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance, à tous les acteurs publics, à tous les citoyens, il est temps pour chacun de prendre acte de la gravité de la situation et de faire preuve de responsabilité. Lorsque les jeunes et les moins jeunes meurent à l'occasion des manifestations publiques, quelles que soient les circonstances, quels que soient les auteurs et les motifs, la ligne rouge est allègrement franchie et notre moralité commune est gravement mise à mal. Je laisse les acrobaties morales aux adeptes de la violence justifiable et aux messagers de la haine. Lorsque les agents de force de l'ordre sont attaqués, tués ou blessés, la ligne rouge est franchie. Je forme ici le vœu qu'ensemble nous accepterions de régler autrement et désormais nos désaccords, nos conflits que par la violence, sa surenchère et ses drames insolubles. Le ministre Diaby a ensuite invité la mouvance présidentielle et l'opposition républicaine au dialogue. L'heure est à la prise de conscience, l'heure est à la responsabilité. Maintenant, il n'est plus question du président de la République, ni du gouvernement, ni de la mouvance, ni de l'opposition, ni de tel ou tel groupe catégoriel. Il est désormais d'une seule question. Il est question de la Guinée et des Guinéens, de cette chose intemporelle qui devra nous survivre à tous. Visiblement préoccupé par la crise actuelle, le ministre Diaby a enfin émis le souhait de voir la mouvance présidentielle et l'opposition républicaine se rapprocher pour bâtir une Guinée forte et paisible. Religion avec la clôture à Conakry de l'Assemblée ordinaire de la Conférence épiscopale de Guinée. Évêques catholiques de notre pays ont adressé un message de paix et d'unité nationale à toute la nation, eu égard à la situation sociopolitique qui prévaut dans notre pays. Saint-Martin Francina de nos reportages. Chers compatriotes, c'est avec beaucoup de regret et d'amertume que nous constatons encore l'escalade de la violence, plus précisément dans la capitale, avec le risque élevé de se propager à travers tout le pays. Ces violences
ont déjà enregistré des pertes en vie humaine et des dégâts matériels importants qui risquent de nous entraîner dans une spirale de vengeance, de haine et du mépris du Guinéen par le Guinéen. Tout cela retarde le développement harmonieux de notre pays, fragilise dangereusement nos relations interpersonnelles et notre relation à Dieu. Fidèle à notre mission de père évêque, de père spirituel, qui consiste à éclairer, orienter les actions des dirigeants politiques et conseiller, dénoncer ou encourager ce que le peuple doit être pour rendre témoignage, nous interpellons tous les acteurs politiques à prendre leurs responsabilités pour l'arrêt immédiat de ces violences. Invitons tous les Guinéens en sursaut national pour vivre en frères et sœurs dans la solidarité et la cohésion nationale. Chers compatriotes, la paix n'a pas de prix. Au moment où nous invitons les acteurs politiques à travailler dans un climat de concertation pour que les élections à venir puissent consolider les bases d'une destinée communautaire, à construire dans la justice, la vérité et la paix et à ouvrir ainsi de nouveaux horizons pour l'avenir de la nation guinéenne. Nous sommes tous interpellés, chacun ce qui le concerne, à avoir un langage de paix et à sauvegarder l'unité nationale, garante d'un développement durable. Philémon, évêque de Kankan, président de la conférence épiscopale de Guinée, Monseigneur Vincent Koulibaly, archevêque de Conakry, Monseigneur Raphaël Balaguilavogui, évêque de Zéré-Corée. Monseigneur Emmanuel Félémou, évêque de Cancan et président de la conférence épiscopale de Guinée, était au micro de Saint-Martin, Francine Adoulou. Après des mois de réflexion, les cadres du système éducatif guinéen ont présenté ce matin au Premier ministre la synthèse des résultats issus de leurs recherches pour qualifier l'enseignement à la base. Ils ont également attiré l'attention du gouvernement et des partenaires techniques et financiers sur l'amélioration de leurs conditions de travail. Le compte-rendu de Adi Kamara. Eu égard aux nombreuses difficultés auxquelles le système éducatif guinéen est confronté, un diagnostic complet s'impose pour redorer le blason de ce secteur. Ce mardi, les acteurs clés du système éducatif de notre pays étaient mobilisés à Conakry en vue de suivre la présentation de la synthèse des résultats du diagnostic de la question enseignante, travaux exécutés par une équipe multidisciplinaire composée d'experts nationaux et internationaux. Que le mécanisme du dialogue social est très efficace puisque 75% des revendications des enseignants ont été satisfaits en 2012 contre 57% en 2002. Des défis à relever. Malgré ces énormes progrès, plusieurs défis restent à relever et concernent notamment la non-atteinte des objectifs éducatifs concernant des cibles comme le TBS, alors qu'il se situe à 81%, le taux d'achèvement primaire est à 59%, alors qu'il est attendu à 70% en 2012. Qu'une amélioration doit être faite au niveau des taux de redoublement et des taux d'abandon. Que les certifiés des ENI doivent renforcer leurs capacités en mathématiques et en français, puisque, comme nous le savons, il est attendu à la fin du primaire que les élèves sachent lire, écrire et calculer. Que plusieurs enseignants sont encore dans le secteur sans la qualification professionnelle requise pour enseigner, ce qui engendre une faible qualité. Le gouvernement guinéen et ses partenaires techniques et financiers comme la Banque mondiale et l'UNESCO œuvrent dans le sens de la formation et de l'équipement des infrastructures scolaires du pays, sans oublier l'amélioration des conditions de vie du corps enseignant. En droite ligne du programme de société du président de la République, le professeur Alpha Condé, les enseignants étant les principaux acteurs du système éducatif, il importe que la question enseignante soit considérée comme la question clé pour l'atteinte des objectifs du système éducatif. Elle doit de ce fait être inscrite dans un cadre plus large qui prend en compte toutes les dimensions de la vie de l'enseignant avec une attention particulière à l'enseignante.
L'éducation est une priorité pour le gouvernement guinéen qui injecte des fonds importants dans la mise en œuvre des programmes et initiatives scolaires du pays. Je demande solennellement au nom du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, aux enseignants de réapprécier nos efforts et les soutenir. Nous devons privilégier le dialogue. Le gouvernement y reste attaché en permanence. Les investissements énormes que le gouvernement continue d'allouer au secteur de l'éducation, de la formation et à celui des infrastructures de base procèdent d'un choix volontariste et réfléchi, guidé par le sens de l'histoire et la vision du futur. Les faits sont révélateurs par eux-mêmes. En 2 ans et demi, nous avons, entre autres changements qualitatifs, réalisé plus d'infrastructures, livré plus de manuels scolaires et moralisé les examens nationaux. Dans un monde de plus en plus complexe, où le savoir et le savoir-faire déterminent le progrès des peuples, nous ferons toujours plus et mieux chaque fois que les moyens de l'État le permettront. Notre décision de convoquer le présent atelier sur l'étude diagnostique de la question enseignante ouvre une opportunité de discussion franche et fructueuse. Nous tendons donc la main aux enseignants et nous sommes disposés à les écouter. Ces résultats du diagnostic de la question enseignante fournis par les experts au cours des travaux devraient servir de boussole pour s'attaquer au mal qui gangrène notre système éducatif. La gestion des biens de l'État entre dans sa phase de modernisation. La Direction générale du patrimoine bâti public vient de lancer le Data Center. Il s'agit d'une base de données pour mieux gérer le parc immobilier de l'État guinéen. Reportage Alia Kamara. Archivages informatisés permettent à la Direction générale du patrimoine bâti public de rompre avec le style de gestion du passé. Désormais, la Commission nationale d'assainissement des biens immobiliers de l'État va stocker dans ce data center toutes les données et informations relatives au parc immobilier de la République. Des applications informatiques sont conçues pour aider à faire de la transparence dans la gestion administrative et financière à travers un système de digitalisation. Une véritable révolution. La gestion dans le passé n'a pas été une gestion efficiente, une gestion informatisée et qui a amené aujourd'hui à un patrimoine plus ou moins dont on ne maîtrise pas tous les contours. En informatisant aujourd'hui le système informatique de l'État, ça nous permet dans l'avenir de faire en sorte que nous n'ayons plus d'équivoque par rapport à ce qui peut appartenir à l'État, ce qui ne lui appartient pas. Et donc c'est un peu cela la nouveauté. Il y a beaucoup aujourd'hui de domaines dont on ne connaît pas nécessairement la légalité parce que les papiers, les titres fonciers que les uns et les autres avaient, les actes administratifs que les uns et les autres avaient n'ont pas été bien tenus. Le lancement du Data Center va également permettre de lever tous les flous autour de l'appartenance des biens immobiliers pour les générations futures. C'est donc avant tout une question de transparence dans la gestion des biens de l'État. Il faut se réjouir d'avoir vraiment au niveau du patrimoine bâti un système informatique qui permet de collecter toutes les données, toutes les informations sur le patrimoine bâti. C'est qu'il y a une révolution ici. Ça, c'est grâce à la politique et au programme du professeur Alpha Condé. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, les travailleurs du patrimoine bâti et les générations futures ont un outil qui leur permet d'avoir toutes les informations sur le patrimoine bâti de l'État. Dans les prochains jours, la Direction du patrimoine bâti public caresse le rêve de lancer l'archivage de la conservation foncière, un autre défi à relever. Du côté de la Grande Muette, le chef d'état-major général des armées poursuit sa tournée dans les unités de la capitale. Il était l'hôte de l'armée de terre. Objectif de cette visite, expliquer les documents juridiques adoptés à la suite du processus de réforme des forces de défense et de sécurité. Commandant Mohamed Kassi. Au cours de cette prise de contact, comme dans les autres grandes unités de la capitale, le général Namori Traoré a solennellement donné la parole à l'inspecteur général adjoint des armées pour la lecture du document juridique élaboré par le comité sectoriel de défense.
Dans son intervention, le colonel Abdoulaye Keita a insisté sur le statut général en ses deux volets, l'avancement et la retraite. Ensuite, l'honneur est revenu au haut commandant en second de la gendarmerie nationale d'inviter les commandants de compagnie pour son appropriation. Quant au chef d'état-major général des armées, dans son adresse aux officiers, sous-officiers et hommes de rang, il leur a demandé de redoubler d'efforts dans la formation avant de déclarer que la réforme est irréversible et son exécution sera progressivement appliquée. On est tous conscients que nous venons de loin. Alors nous devons se battre pour consolider les acquis déjà obtenus. C'est le lieu de remercier très sincèrement l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour tous les sacrifices déjà faits. La réforme, c'est une volonté politique. Et dès le retour de l'ordre constitutionnel, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, a donné le ton. Il a déjà manifesté la volonté politique. Et nous, en tant que soldats, nous avons l'obligation, le devoir absolu de mettre en application cette volonté politique. Le général Namori Traoré a félicité les militaires pour le respect strict des consignes pendant les manifestations populaires et loué les efforts consentis par la Troisième République dans le cadre de la réforme du secteur de défense et de sécurité. Des pièces de rechange pour les opérateurs économiques privés du secteur agricole de la région administrative de Kankan. C'est pour mieux préparer la campagne agricole de cette année. C'est le chef de cabinet du gouvernorat qui a présidé la cérémonie en présence de notre reporter Fodé Bangali Fofana. Des pièces de rechange pour les engins agricoles, notamment des tracteurs universels. Ces pièces sont composées de pneumatiques, des joints de culasse, des culasses, de pistons, de vilebrequins, etc. Pièces dont la valeur se chiffre à 1,960 milliard de nos francs. Des pièces essentielles à la mise en bon état de fonctionnement de ces tracteurs universels. Ces pièces sont destinées aux opérateurs économiques privés détenteurs de ces engins qui s'investissent également dans la riziculture dans toutes les préfectures de la région. L'engouement de ces heureux bénéficiaires était perceptible devant le magasin de stockage de ces pièces de rechange. Ils étaient venus avec les présidents des chambres d'agriculture et secrétaires généraux chargés des collectivités décentralisées des 5 préfectures de la région. En procédant à l'enlèvement de ces pièces de rechange, le président de la Chambre régionale d'agriculture de Kankan a tenu à préciser. D'abord, les tracteurs sont privés. Et ensuite, les pièces octroyées seront payantes. Ce n'est pas cadeau. Après qu'ils repartent leur tracteur, après un an de production, ils vont rembourser la valeur des pièces contractées. Monsieur le gouverneur, je remets les pièces destinées aux engins de Mandiama. Et avec toutes nos prières et bénédictions, que ces pièces puissent servir à la mise en état de vos engins, de vos paysans. Je vous félicite. Au nom du gouverneur de la région, le directeur de cabinet a hautement apprécié ce geste du chef de l'État en faveur des paysans producteurs, geste qui concourt à l'amélioration de la production et de la productivité des opérateurs économiques privés dans la région. La crise d'eau actuelle à Conakry est un souci pour la SEG qui mobilise tous les moyens pour soulager les populations. La société a fait appel à ses partenaires pour réparer la panne sur la conduite principale de production d'eau potable. Reportage Nabi Kamara. Le dépannage de la conduite principale de production d'eau potable dans la ville de Conakry préoccupe à plus d'un titre la Société des eaux de Guinée. Depuis dimanche, la coordination générale et les techniciens de la société sont mobilisés 24 heures sur 24 pour mettre fin à la crise d'eau potable qui frappe les populations de Conakry. Les partenaires techniques chinois sont mis à contribution dans ce sens ainsi que la coopération japonaise. C'est ce qui justifie la présence sur le terrain ici à Anta du chargé de la coopération économique de l'ambassade du Japon en Guinée. Je vais informer la situation actuelle avec les photos,
l'autorité compétente, surtout à l'agence de la coopération internationale du Japon. Aussi demander à l'équipe d'experts de chercher la raison pour le casse, la raison concrète. L'expert de JICA est en train de chercher l'origine du casse. Je vous rassure que de très bonnes dispositions sont prises, comme vous l'avez constaté, pour vraiment accélérer les travaux de réparation et rapidement donner de nouveau de l'eau à la population. Donc un comité de crise a été mis en place et ce comité travaille nuit et jour. Et dans le cadre de l'amélioration de la desserte, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, nous avait donné des camions citernes alimentaires. Et ces camions, malgré que certains n'ont pas été immatriculés, on les a mis sur le réseau pour vraiment résorber très rapidement ce déficit de production à certains endroits. Cette conduite principale des 80% de production d'eau de la SEG sur Conakry est le fruit de la coopération guinéo-nippone. Elle a été posée en 2009 sur une distance de 3,500 km. En attendant d'être dépannée, comme l'a dit le coordinateur général, la SEG sillonne actuellement les zones difficiles d'accès pour distribuer de l'eau potable aux citoyens à l'aide des citernes que le chef de l'État lui avait offertes. SEG m'a promis ferme, voilà la preuve, c'est ce matin on m'a envoyé déjà des citernes dans le quartier. Espérons que les difficultés actuelles de la Société des eaux de Guinée seront reconnues par l'ensemble des paisibles populations de Conakry. Direction à l'intérieur du pays, précisément à Dinguiraye, où les populations procèdent à la pêche dans la mare de Montigondi, située dans le district de Tinkiso. Il faut rappeler que cette mare a été découverte en 1850 par les Sofa de la Martal. Ce patrimoine historique fait aujourd'hui la fierté de la localité à travers les espèces de poissons qui se trouvent dans ces eaux. Reportage Mamadi Gassama. Tinkiso est l'un des districts de la préfecture de Dinguiraye. C'est dans cette localité où est située la mare de Montigondi qui signifie en poulard essuyer les larmes. Elle a été découverte en 1850 par les Sofa de la Martal. Depuis cette date, des cérémonies de récolte sont organisées par les populations, histoire pour elles de pérenniser ce patrimoine culturel. Après une longue marche et arrivé ici avec sa population, avec les gens qui partaient faire la diade, ils ont eu faim, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger. Avec sa canne, il est venu s'arrêter ici, implorer la grâce de Dieu. Je suis avec ce monde-là. Toi, Dieu, je veux que tu nous protèges tout en leur donnant à manger et à boire. En plantant sa canne, l'eau a jailli et il y a eu du poisson. Sa population a mangé et vraiment s'est régalée. C'est pourquoi chaque année, nous venons ici en joie pour vraiment pêcher le poisson de Montigondi. Toute la population de Dinguiraye. La mare de Montigondi procure plusieurs espèces de poissons, d'où la nécessité de la réhabiliter en vue de valoriser son potentiel économique et préserver son environnement touristique. Les braves populations de Dinguiraye et de Tinkiso, toutes sensibilités confondues, se font l'impérieux devoir de venir très respectueusement solliciter de votre bienveillance des soutiens matériels et financiers à l'aménagement d'étangs piscicoles et son dragage afin de faire de cette mare un patrimoine national. Le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture, en sa qualité de parrain politique de la préfecture, a tout d'abord remercié les populations pour avoir conservé ce patrimoine historique jusqu'à nos jours, avant de les exhorter à promouvoir la culture de la paix et de l'unité nationale. Par la même occasion, une machine à pileuse a été offerte aux femmes, des nattes, un groupe électrogène pour la mosquée, ainsi qu'une chaîne musicale à la jeunesse de Dinguiraye. Direction le Cameroun pour refermer cette édition. L'innovation technologique fait du bien aux Camerounais. Désormais, ils pourront payer leurs factures à partir du téléphone mobile. Les sociétés de la place se réjouissent de l'initiative qui accroît considérablement leur chiffre d'affaires. Suivez le reportage de nos confrères de ITV.
C'est tous les mois la même histoire. Au Cameroun, pour gagner sa place au guichet et payer en cash sa facture d'électricité, il faut prendre son mal en patience. Il y a les habitués, ceux que ça ne dérange pas. J'ai l'habitude de payer ici. Depuis le début que j'ai commencé à payer la lumière. Nous sommes plus rassurés quand nous passons devant la caisse. Là, nous savons que nous avons reçu. Et puis, il y a les autres, les impatients. À l'entrée de la compagnie d'électricité, ce sont eux que les opérateurs de téléphonie mobile courtisent. Fini la queue, l'attente, le temps perdu. Ici, désormais, comme en Europe ou aux États-Unis, on peut payer sa facture avec un portable. Il suffit de pianoter pour envoyer ou recevoir de l'argent. La fracture numérique se réduit et les opérateurs à Progain font tout pour convaincre les réticents. Passer d'une société où le cash est la norme vers une société numérisée avec un argent qu'on veut virtuel. Et pour arriver à ce dessin... Et puis, ce communiqué avant de refermer cette édition, le gouverneur de la ville de Conakry, président du conseil de ville, président de la commission régionale de sécurité, porte à la connaissance des populations de la ville de Conakry que suite à des concertations fructueuses entre les représentants du gouvernement et ceux de l'opposition, la marche pacifique prévue pour la journée du jeudi 9 mai 2013 est suspendue. Le gouverneur de la ville de Conakry se réjouit de cette décision qui est une expression tangible de l'avancée démocratique dans notre pays et la volonté de l'opposition d'être à l'écoute des représentants de toutes les composantes sociales de notre nation. Le gouverneur remercie les personnes de bonne volonté et l'ensemble des populations pour cette avancée démocratique qui augure l'instauration d'un climat de paix et de quiétude dans notre pays. Le gouverneur rassure toutes et tous de sa disponibilité à œuvrer sans relâche pour assurer la sécurité de tous les citoyens, pour faire de notre cité un espace de concertation et de dialogue au service de notre développement. Signé le chef de bataillon Sekouresco Camara. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur la télévision nationale. À demain.